La Chine, autrefois un pays faible et appauvri, connaît une énorme transformation rarement vue dans l'histoire humaine. Elle redevient une puissance économique majeure. Elle s'ouvre aussi et interagit avec le reste du monde comme jamais auparavant. Que s'est-il passé depuis la création de la République populaire de Chine en 1949? Comment le pays interagit-il avec le reste du monde au cours des 70 dernières années? Ce documentaire en 5 épisodes retrace le chemin emprunté par la Chine, examinant comment elle influence et est influencée par le monde. Le premier épisode s'intéresse aux échanges entre peuples. Au début de la République populaire de Chine, le pays était en grande partie isolé de l'extérieur. Peu de Chinois avaient le privilège d'aller à l'étranger. Aujourd'hui, avec plus de richesse et de mobilité, de plus en plus de Chinois voyagent à l'étranger. En 2018, il y avait près de 150 millions de voyages à l'étranger. Dans le même temps, la croissance de la Chine a également attiré d'importants visiteurs étrangers. Voici Beijing, capitale internationale, l'aéroport le plus achalandé d'Asie. Il y a un décollage ou un atterrissage toutes les 50 secondes en moyenne. Il s'agit d'une zone majeure de contact entre la Chine et le reste du monde. Il fonctionne comme une machine finement réglée. Chaque année, plus d'une centaine de millions de personnes empruntent cet aéroport pour les vacances, des réunions d'affaires, des visites familiales ou toute autre raison. Construit en 1958, c'était l'un des premiers aéroports internationaux en Chine. En 1978, lorsque la Chine a adopté la politique de réforme et d'ouverture, l'aéroport était principalement utilisé par les délégations officielles en provenance ou à destination de la Chine et par quelques privilégiés. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait très peu de vols et de passagers au terminal 1. C'était en 1980, lorsque le terminal 1 a ouvert ses portes. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le nombre de voyageurs augmente de façon exponentielle. La capacité d'accueil conçue du terminal a été atteinte en peu de temps. J'avais l'impression que le terminal était rempli de monde en un laps de temps, si rempli que sur chaque mètre carré on comptait 4 passagers. L'expansion de l'aéroport s'est déroulée en même temps que l'augmentation du nombre de ses voyageurs. Le terminal 2 a été inauguré en 1995 et le terminal 3 est devenu opérationnel en 2008. Il a 6 fois la capacité du terminal 1 et est doté d'infrastructures plus avancées. Non seulement l'architecture, mais aussi l'ensemble du processus, le service. Au terminal 1, je me souviens qu'il n'y avait que 2 tapis roulants. Le terminal n'est pas grand. Les bagages étaient déposés au comptoir d'enregistrement. Le tri des bagages se faisait en grande partie manuellement. De plus, le système de tapis roulant du terminal 3 est un ensemble complexe de 64 km de long, avec des valises se déplaçant à une vitesse maximale de plus de 40 km par heure. Le système automatisé trie et transporte 19 200 valises par heure. En 2018, le nombre de visiteurs de l'aéroport a atteint plus de 100 millions de personnes. Au cours des 40 dernières années, l'aéroport a eu une capacité annuelle d'accueil multipliée par 100. Avec la politique d'ouverture et de réforme, le nombre de sorties et d'entrées des frontières a connu un taux de croissance constant. En 2018, on totalise 620 millions de voyages à l'étranger, soit 115 fois plus qu'à la fin des années 1970. Aujourd'hui, l'augmentation de la richesse des Chinois signifie que de plus en plus d'entre eux ont désormais la capacité, la volonté et la liberté de voyager à travers les frontières. Dans le cœur vibrant de Singapour, vous pouvez voir quelque chose qui est devenu monnaie courante dans les centres commerciaux du monde entier des acheteurs chinois. Il y a 50 ans,
des vacances à l'étranger étaient inimaginables pour la plupart des Chinois. En 2018, près de 150 millions de Chinois ont voyagé à l'étranger. Ils ont dépensé plus de 277 milliards de dollars, allant de spécialités locales à des produits de luxe. Les voyageurs chinois sont devenus un contributeur majeur à la croissance de l'industrie mondiale du tourisme. Les Chinois sont parmi les plus gros acheteurs de notre réseau. Leur pouvoir d'achat est fort. Chaque année, tous ces touristes chinois viennent, surtout pendant le Nouvel An chinois et en juillet et en août. Ce sont mes plus gros clients. J'ai découvert au fil des ans que le marché chinois était immense. C'est grâce à leur pouvoir d'achat, ils achètent énormément. Ils achètent par sac. Je pense que cela représente environ 60% de mon activité. Un groupe de touristes chinois descend de leur bus et commence à faire du shopping. Et donc une autre journée bien remplie commence pour les commerçants. La plupart des magasins affichent des traductions en chinois et un nombre croissant d'entre eux ont adopté une innovation qui s'adresse directement à leurs clients chinois, le paiement mobile. Ces dernières années, Alibaba et d'autres sociétés en Chine ont fait la promotion des transferts d'argent via téléphone mobile. Les Chinois n'ont plus l'habitude de payer en espèces. Nous avons ajouté Alipay en 2017 parce que les Chinois préfèrent le paiement mobile. Ils n'ont même plus d'argent liquide sur eux. Des Singapouriens comme Michael Lee ont senti une opportunité majeure. Son entreprise, S-Cash, collabore avec la société chinoise Alibaba pour promouvoir le paiement mobile dans le secteur commercial de Singapour. L'industrie appelle des gens comme Lee des planteurs de code QR, car la plupart des paiements mobiles s'effectuent en scannant un code QR. Avec le nombre croissant des Chinois qui partent en voyage à l'étranger, les gens commencent à chercher des technologies efficaces pour s'accaparer une part du gâteau. Alors que de plus en plus de commerçants adoptent cette technologie, ils se rendent compte qu'ils ont plus d'affaires qu'avant. En fait, certains commerçants nous disent que leurs ventes ont augmenté de plus de 50% depuis l'adoption du paiement mobile. C'est parce qu'ils ont un nouveau flux de clients. Hey, Michael, how are you doing? Talking for you. Good. Is everything all right for you? Very good. I'm very happy. I see the business has been doing very well. Yes, ever since you gave me this machine. Oh, very fun. Very good, very good. It's a money sucking machine, man. Money sucking machine. C'est incontournable. Tout le monde en provenance de Chine, les jeunes générations, ils viennent et utilisent Alipay. C'est un mode de vie. Si vous ne l'avez pas, vous ne faites pas partie de leur mode de vie. C'est aussi simple que ça. Son entreprise compte aujourd'hui plus d'1 millier de clients à Singapour. Le paiement mobile est encore une nouveauté ici et Michael Lee travaille dur pour convaincre les propriétaires de magasins d'adopter cette technologie. Il pense que d'autres ne tarderont pas à solliciter son service, car le nombre de touristes chinois ne fait qu'augmenter. De 1995 à 2018, le nombre de voyageurs chinois à l'étranger a augmenté de 17% par an en moyenne. Les dépenses des touristes chinois à l'étranger sont en tête depuis 2014. Le miracle de l'économie chinoise a commencé avec le flux des ressources humaines. Depuis le nouveau millénaire, l'économie de la Chine s'est rapidement développée grâce à l'efficacité des routes aériennes, des voies ferrées et des routes. Le pays a parcouru un long chemin. Au cours des 3 premières décennies, qui ont suivi la fondation de la République populaire en 1949, un tel mouvement de personnes et de ressources était inimaginable. Avant la réforme et l'ouverture, la Chine avait une économie planifiée très centralisée. Les flux de main-d'œuvre entre les villes et les zones rurales étaient strictement contrôlés. Ces restrictions ont été jugées nécessaires afin de maintenir les ruraux dans les champs pour garantir la production alimentaire et protéger les emplois dans les villes. À l'époque, en Chine, on l'appelait l'économie duale.
ou un modèle d'économie duale rural-urbain. Les villes étaient un modèle alors que la campagne un autre. Ce modèle entrave gravement la circulation des populations entre les villes et la campagne. En 1978, la Chine a inauguré une nouvelle ère de réforme et d'ouverture avec le dirigeant Deng Xiaoping comme architecte en chef. L'une des décisions les plus influentes de Deng Xiaoping a été d'introduire une économie de marché dans un système socialiste. Alimentée par les forces du marché et la concurrence, les entreprises privées ont vu le jour, alors même que les entreprises publiques étaient en pleine réorganisation. Ce qui a suivi a été un flux croissant de capitaux, de main-d'œuvre et de ressources entre la Chine rurale et urbaine et entre les villes. Et le reste, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. L'économie de la Chine a commencé à connaître une croissance à 2 chiffres. Dans les années 1990, le pays était appelé l'usine du monde. Des dizaines de millions de ruraux ont profité de l'occasion pour quitter les villages pauvres afin de trouver des emplois mieux rémunérés et un niveau de vie plus élevé dans les grandes villes. En 1949, le taux d'urbanisation en Chine n'était qu'un peu plus de 10%. La Chine était un pays agricole typique. Aujourd'hui, ce taux est proche de 60%. D'où viennent ces gens-là? Principalement des campagnes. Depuis la réforme et l'ouverture de la Chine, de 25% à 30% de la richesse créée est due à ces main-d'œuvre. L'argent que ces travailleurs migrants ont renvoyé chez eux a stimulé la croissance économique dans les régions les moins développées de Chine. Dans le même temps, la Chine a investi massivement dans son réseau routier qui dessert même les régions les plus reculées aux conditions géologiques difficiles. À la fin de 2018, le pays comptait 4 800 000 km de routes, atteignant plus de 95% de tous les villages ruraux. Cela a donné aux résidents la possibilité de se déplacer librement à travers tout le pays. Au cours des 4 dernières décennies, la Chine a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté. Un facteur clé de ce succès a été le fait qu'un grand nombre de ruraux pouvaient quitter la campagne pour aller en ville. C'est difficile à imaginer, mais beaucoup des métropoles chinoises n'étaient rien d'autre que de petits districts il y a 40 ans. La prospérité économique de la Chine d'aujourd'hui est due en partie à la circulation des technologies et des ressources à travers le pays. Ce processus a créé de nouvelles villes et a développé les anciennes. L'augmentation de la richesse et l'amélioration des niveaux d'éducation ont donné naissance à une classe moyenne en plein essor de 400 millions d'habitants. Les experts prévoient que 800 millions de personnes supplémentaires rejoindront ces rangs au cours des 10 à 15 prochaines années. De 70 $ en 1962 à 9 470 $ en 2018, le revenu national brut par habitant des Chinois a augmenté plus de 130 fois. Les diplômés d'université sont libres de se déplacer dans le pays. Par exemple, les jeunes se rendent à Shenzhen, à Guangzhou, à Shanghai ou à Chengdu. Les populations des grandes villes chinoises sont en grande partie composées de jeunes. Ils stimulent le développement de la Chine dans les domaines de la science et de la technologie et de la recherche et du développement. La jeune génération de Chinois a adopté un mode de vie très différent de celui des générations précédentes. Elle s'engage plus activement dans les échanges avec le reste du monde et provoque un changement radical dans la relation du pays avec le reste de la communauté mondiale. Mais bien sûr, la présence de Chinois à l'étranger est bien antérieure à l'essor du tourisme. Au début du XXe siècle, des habitants des provinces du sud et du sud-est de la Chine, comme le Guangdong et le Fujian, sont partis en bateau et se sont installés dans de nombreux pays. Là, ils ont établi des quartiers chinois et gagné leur vie en gérant des salons de coiffure et des restaurants et en occupant des emplois à forte intensité de main-d'œuvre, comme la construction. Ces dernières années, avec l'essor de l'économie chinoise et l'intensification des échanges entre pays, de plus en plus d'entreprises chinoises se développent à l'international.
Un certain nombre de professionnels chinois hautement qualifiés ont fait leur carrière à l'étranger. Partout où ils sont partis, ils ont contribué à l'économie locale, mais de façon très différente par rapport à leurs prédécesseurs il y a un siècle. Voici Tembisa, un township de 42 km² de Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette zone, avec ses 460 000 habitants, représente un contraste saisissant avec le centre urbain moderne de la ville, qui a été construit grâce à l'exploitation aurifère. L'accès à Internet étant relativement cher en Afrique du Sud, la télévision reste la principale source de divertissement. Les toits de Tembisa sont couverts d'antennes paraboliques, malgré les frais d'abonnement élevés qui absorbent une grande partie des revenus familiaux. Ces récepteurs orange sont nouveaux à Tembisa. La société chinoise qui les fournit, StarTimes, propose des frais d'installation et d'abonnement plus abordables pour la population locale. Nous utiliserons notre influence pour raconter l'histoire du peuple africain, pour raconter l'histoire du peuple chinois et de celle entre la Chine et l'Afrique. StarTimes est l'un des nouveaux venus sur le marché sud-africain de la télévision. Son arrivée a accru la concurrence et au cours des 5 dernières années, le coût moyen pour le consommateur a baissé. Aujourd'hui, StarTimes compte plus de 200 000 abonnés en Afrique du Sud. De plus, nous avons récemment lancé un nouveau produit, un pack comprenant un système d'énergie solaire. Cela signifie que des familles africaines, même si elles vivent dans des zones sans accès à l'électricité, peuvent utiliser ce produit pour regarder la télévision grâce à l'énergie solaire. Lors du forum sur la coopération sino-africaine en 2015, la Chine s'est engagée à apporter la télévision par satellite à 10 000 villages africains. StarTimes est l'une des entreprises qui a accompli ce projet. Yan Xiong dirige une équipe de professionnels chinois et sud-africains. La gestion interculturelle est un défi quotidien. Une partie de la mission de Yan est de franchir les barrières culturelles. Alors que les Chinois commencent à s'aventurer dans le monde, les grandes villes comme Beijing et Shanghai sont depuis longtemps une destination de prédilection des gens venus de différents pays. Alors que la Chine s'industrialisait rapidement et que son marché de consommation se développait, un nombre croissant de sociétés multinationales ont commencé à utiliser ces villes comme porte d'entrée sur le marché chinois. Le quartier de Lujiazui à Shanghai abrite désormais plus de 600 sièges régionaux d'entreprises étrangères. Pendant ce temps, plus de 100 000 commerçants étrangers opèrent dans la ville de Yiwu, dans la province du Zhejiang, achetant des marchandises de consommation courante. De plus, les experts disent qu'il y a encore beaucoup d'opportunités de travail pour les étrangers en Chine. Le pourcentage d'étrangers vivant et travaillant en Chine est inférieur à 1%, comparé à la moyenne internationale de 3%, dont 10% dans les pays développés et 1,6% dans les pays en voie de développement. Je pense qu'il est très utile d'avoir un certain pourcentage de population étrangère dans votre pays. Ils apportent de nouvelles idées, de nouvelles méthodes de travail et peuvent vraiment aider en termes de stimulation économique ou culturelle. Ce type de mélange peut donc être très dynamique dans un pays. Gilbert van Kerkhove est belge. C'était l'un des premiers étrangers à venir en Chine, juste après l'introduction de la politique de réforme et d'ouverture. Quer bezoekers mee? Oké là. Oké. Zet er bij. Mon histoire a commencé en 1980 lorsque je suis arrivé en Chine. La raison pour laquelle je suis venu était pour le travail. On m'a demandé de m'occuper d'un projet dans le Henan, à Pingdingshan. C'est une grande centrale électrique. C'était le premier prêt à taux réduit accordé à la Chine. Donc, quand je suis arrivé en Chine, je n'avais aucune idée de ce qu'était ce pays. Gilbert van Kerkhove n'avait pas l'intention de rester longtemps.
Mais lorsqu'il a terminé sa mission, il a changé d'avis et a décidé de s'installer en Chine. Les changements survenus au cours de ces 40 années ont été conséquents. Si vous remontez dans le temps, je regarde mes vieilles photos d'il y a 40, 35 ans et par rapport à aujourd'hui, c'est un pays différent, une planète différente. Je pourrais même dire. C'est mon impression, oui. Je suis resté ici car il se passait des choses et il y avait un grand potentiel de développement dans ce pays. Et j'ai eu raison. This was also for the China Friendship Award in the Great Hall of the People. Il dirige sa propre société de conseil. L'un de ses clients était la municipalité de Beijing lors des préparatifs des Jeux Olympiques de 2008. Son travail lui a valu une carte verte chinoise et plusieurs prix, dont celui de l'amitié de la Grande Muraille et du Shanghai Magnolia pour les expatriés distingués. Les gens me demandent souvent « Comment pouvez-vous rester si longtemps en Chine ?» 40 ans. Vous aimez la Chine, vous l'aimez, vous devenez chinois. Je dis toujours que je suis flamand, belge et européen. Mais je me sens chez moi à Pékin. Ma vie est ici. Mes amis sont ici, mes amis étrangers, mes amis chinois. Je suis en Chine, c'est chez moi. Une coopération internationale est nécessaire pour lutter contre les défis mondiaux tels que le changement climatique, le terrorisme et les crises sanitaires. Des experts de l'Institut Pasteur de Shanghai ont travaillé dur pour trouver des solutions pour combattre les maladies infectieuses. Le ressortissant français Fernando Arenzana Seisdedos est co-directeur de cet institut. La coopération et la recherche internationale ne peuvent pas être séparées. Ces deux concepts sont naturellement liés. On ne peut pas effectuer des recherches en dehors de la grande communauté internationale. L'Institut Pasteur de Shanghai est une organisation à but non lucratif créée conjointement par l'Académie chinoise des sciences, l'Institut Pasteur en France et la municipalité de Shanghai. Son équipe internationale d'experts s'occupe des problèmes de santé publique en Chine. Notre institut compte des scientifiques, des étudiants venus de 12 pays. Le pourcentage des employés étrangers et des étudiants en master est proche de 20%. Nous avons l'objectif de porter ce chiffre à un niveau international d'ici 5 ans, c'est-à-dire de 30% à 40%. Les chercheurs vérifient les résultats de l'expérience. Si les cellules sont effectivement infectées par le virus, elles auront des marques blanches. Ces types d'inspections peuvent aider à lutter efficacement contre les virus. Parmi le personnel se trouve le chercheur Dimitri Lavillette. Il a choisi d'effectuer ses études de virologie à l'Institut en raison du haut niveau de ses infrastructures de recherche. Il est impressionné par les grands progrès accomplis par la Chine dans la lutte contre les épidémies. Un exemple dans mon domaine est l'épidémie du virus Zika. Ce virus est apparu récemment et les gouvernements ont dû donner beaucoup d'argent pour faire progresser la recherche rapidement. Et la Chine a réagi très vite et elle a vraiment pu rivaliser avec l'Europe. Cela montre simplement qu'il existe une très grande dynamique en Chine. Et c'est vraiment l'une des principales qualités que nous avons en Chine. Tout évolue rapidement. Malgré un séjour de 5 ans à Shanghai, Dimitri Lavillette a toujours une préférence pour la cuisine française. Heureusement, il peut facilement trouver des cuisines des 4 coins du monde dans cette ville.
Shanghai est l'une des villes les plus cosmopolites de Chine, où de nombreux citoyens du monde ont trouvé une raison pour s'y installer. Alors que les interactions entre peuples deviennent de plus en plus fréquentes, le nombre d'étrangers vivant et travaillant en Chine augmente à un rythme toujours plus rapide. En réponse à cette tendance, la Chine a créé l'Administration nationale de l'immigration en avril 2018. Les nouvelles politiques qu'elle a mises en place ont facilité la vie de cette communauté et ont permis d'attirer plus de talents en Chine. Au fur et à mesure de la montée en puissance de notre pays et de son influence croissante, le nombre d'étrangers vivant et travaillant en Chine ne cesse de croître. Ce qui exige plus de travail en matière de services et de gestion de l'immigration. Mettre en place l'administration nationale de l'immigration est une décision stratégique qu'a prise la Chine pour faire avancer la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État. Ça a un sens significatif important pour mener à bien la pensée de développement centrée sur le peuple, pour mieux répondre à l'aspiration croissante de la population à une vie meilleure, pour mieux sauvegarder la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement nationaux, pour faciliter les échanges d'amitié entre le peuple chinois et les peuples du monde entier, pour construire une communauté de dessein pour l'humanité, pour participer activement à la réforme et à la construction de la gouvernance mondiale. Tyler Rorick est un Américain qui travaille à l'université de New York à Shanghai depuis 2 ans. Avant cela, et à partir de 2013, il a étudié dans le cadre de la classe inaugurale de ce qui était le nouveau campus de l'université de New York en Chine. Quand je cherchais à étudier à l'université, je cherchais l'opportunité d'aller à l'étranger et de voir le monde. Et donc, je suis naturellement tombé sur l'université de New York et au cours de cette année, j'ai découvert qu'ils allaient ouvrir une nouvelle université à Shanghai. Et c'est donc une opportunité sur laquelle j'ai sauté. Et ça a été une opportunité incroyable. Après avoir obtenu son diplôme en 2017, il est resté à l'université de New York à Shanghai en tant que coordinateur d'un programme d'études. À l'époque, il était pratiquement impossible pour les étrangers sans expérience de travail d'obtenir un permis de travail en Chine. Puis, il a vu une opportunité dans la nouvelle politique de Shanghai pour alléger les exigences pour les nouveaux diplômés. Et je me souviens de la personne des ressources humaines de l'université de New York à Shanghai disant qu'il y avait un nouveau processus. Il y aurait des difficultés, des défis, mais essayons. Il est ainsi devenu le premier étranger fraîchement diplômé à recevoir un permis de travail en Chine. Même si je quitte la Chine pour aller travailler aux États-Unis, je ne pense pas que mes liens avec l'université de New York à Shanghai ou avec la Chine soient finis. Le jeune Américain et son équipe d'étudiants bénévoles se préparent pour la nouvelle promotion du premier cycle de 2019. L'université de New York à Shanghai devient de plus en plus populaire en Chine. Son enseignement supérieur est de plus en plus orienté vers l'international. La Chine, autrefois un pays faible et appauvri, connaît une énorme transformation rarement vue dans l'histoire humaine. Elle redevient une puissance économique majeure. Elle s'ouvre aussi et interagit avec le reste du monde comme jamais auparavant. Que s'est-il passé depuis la création de la République populaire de Chine en 1949 ? Comment le pays interagit-il avec le reste du monde au cours des 70 dernières années ? Ce documentaire en 5 épisodes retrace le chemin emprunté par la Chine, examinant comment elle influence et est influencée par le monde. À l'université Tsinghua de Beijing, des milliers de nouveaux étudiants se sont rassemblés pour une cérémonie marquant le début de la nouvelle année scolaire. Se trouve parmi eux un nombre important d'étudiants étrangers.
Ils ont été attirés par la réputation académique d'excellence de l'université. Au classement mondial 2020 des universités publié par le Times Higher Education, Tsinghua est classée première en Asie et 23e dans le monde. Dans les années 1950, c'était l'une des premières universités de la partie continentale de la Chine à accepter des étudiants étrangers. Avant la politique de réforme et d'ouverture, il y avait peu d'étudiants internationaux en Chine et ils faisaient partie des programmes d'échange du gouvernement. Aujourd'hui, ils sont en nombre important et la majorité se finance eux-mêmes. En 2018, nous avions 3785 étudiants étrangers. Par rapport à 2007, en une décennie, le nombre d'étudiants étrangers a augmenté de 72%. Le nombre d'étudiants qui étudient pour un diplôme a connu une hausse de 142%. Laurent Szkurowski est polonais. Il fait partie des nouvelles admissions de cette année dans le programme d'études supérieures en sciences informatiques. J'ai découvert une passion pour ce pays et j'en apprends plus sur les différences et similarités culturelles orientales et occidentales, et sur les façons de travailler ensemble et de collaborer malgré ces différences. C'est pour ça que j'ai finalement décidé de m'installer ici sur le long terme. Avant de venir à Tsinghua, il était banquier d'affaires avec un diplôme de mathématiques de l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Lors d'une visite en Chine, il a été impressionné par le dynamisme du pays, l'environnement commercial à croissance rapide et surtout l'élan généré par les nouvelles industries de haute technologie. L'intelligence artificielle et en particulier l'application de l'apprentissage automatique en sciences médicales est extrêmement intéressant pour moi. Ivana Todorovic vient de Bosnie-Herzégovine. Elle est ici pour étudier la santé publique. C'est la première fois qu'elle met les pieds en Chine. Parce que je sais que c'est l'une des universités les plus prestigieuses de Chine, d'Asie, voire du monde. Elle est très célèbre dans le monde entier en raison de son excellence et de ses réalisations académiques. L'une des premières choses qu'elle a faites après son arrivée à l'université de Tsinghua a été de visiter son centre de recherche sur le sida. Elle dit qu'elle était particulièrement impressionnée par l'infrastructure académique de l'université. Quand je rentrerai dans mon pays, j'aiderai mon université à former un programme de master en santé publique. Et c'est comme ça que je commencerai à travailler dans mon pays et à améliorer le système de santé de mon pays. Voici le festival international annuel de la culture à Tsinghua. On voit de plus en plus de scènes comme celle-ci dans les universités chinoises. En 2018, près d'un demi-million d'étudiants internationaux sont venus en Chine, dont plus de la moitié ont postulé pour des diplômes, dont 60 000 étudiants en master et 25 000 en doctorat. Le nombre d'étudiants étrangers en Chine augmente. D'un autre côté, plus de 600 000 étudiants chinois partent désormais étudier à l'étranger chaque année, ce qui témoigne de la richesse croissante de nombreuses familles chinoises. Ce phénomène remonte à 1978. Depuis lors, la Chine a envoyé plus de 6 millions d'étudiants à l'étranger. Si on compte les étudiants de 3e cycle, les lycéens et les universitaires invités, ce nombre atteindrait 7 à 8 millions. La vague des études à l'étranger a été initiée par la politique de réforme et d'ouverture en 1978. Elle a commencé avec un groupe de 50 universitaires. Ils étaient professeurs et chercheurs en ingénierie, en automatisation, en physique et en mathématiques. Cette année-là, ils se sont envolés pour les États-Unis en tant que chercheurs invités. Ils étaient dirigés par Liu Baichang qui avait 45 ans à l'époque. L'été 1978, je travaillais dans le département d'ingénierie. Un jour, notre directeur m'a demandé de venir. Il m'a dit que l'université allait envoyer un groupe de chercheurs pour étudier aux États-Unis et que le nombre était fixé à 10 personnes et qu'il fallait faire une sélection. Deng Xiaoping a proposé d'augmenter le nombre d'étudiants chinois à l'étranger. Selon ses propres mots, non par dizaines, mais par dizaines de milliers, afin d'améliorer le niveau des sciences et de l'éducation en Chine. Le dirigeant chinois a également déclaré que le gouvernement devrait autoriser ses étudiants à vivre dans une famille d'accueil. Il a tenu ses propos le 23 juin 1978 à l'université de Tsinghua. Liu Baichang apprenait l'anglais avant son départ quand il a reçu un appel urgent. Tout à coup, nous étions appelés.
On nous a demandé de nous rassembler en urgence et de partir plus tôt que prévu. Pourquoi? Le communiqué conjoint sino-américain a été rendu public. La Chine et les États-Unis allaient établir leurs relations diplomatiques le 1er janvier 1979. Deng Xiaoping et son épouse allaient visiter les États-Unis. Pour créer une bonne ambiance d'amitié sino-américaine, on a décidé de partir en avance. Le climat politique entre la Chine et les États-Unis était très sensible à l'époque de la guerre froide en 1978. On nous disait que vous étiez déjà sélectionné pour les États-Unis. Mais si jamais un incident diplomatique se produisait, les études aux États-Unis seraient tombées à l'eau. Le groupe de chercheurs invités s'est rendu aux États-Unis sans encombre. Liu Baicheng a passé 2 ans à l'université du Wisconsin et à l'Institut de technologie du Massachusetts, où il avait accès à l'équipement expérimental le plus avancé de l'époque. Mais sa plus grande découverte n'a pas été faite au sein du laboratoire, mais dans la maison américaine où il séjournait. Quand j'entrais dans la maison, un petit garçon de 8 à 9 ans utilisait un ordinateur Apple. Je n'avais jamais vu d'ordinateur. Nous n'en avions pas dans le département à l'époque. Mais ça m'a interpellé. Je pensais que l'ordinateur allait peut-être changer la vie de l'humanité. Est-ce le cas aujourd'hui? De nos jours, nos portables sont connectés à Internet. J'ai donc décidé d'apprendre l'informatique. À son retour en Chine, il a utilisé la simulation informatique pour repousser les limites de sa discipline académique, la fonte des métaux. Son voyage aux États-Unis l'a propulsé sur un nouveau chemin. Comme lui, de nombreux étudiants chinois au fil des ans ont connu un impact déterminant sur leur carrière grâce à leurs études à l'étranger. Dans le passé, la majorité des Chinois étudiants à l'étranger étaient parrainés par le gouvernement. La plupart ont été envoyés pour apprendre des matières liées à l'ingénierie et aux sciences, à une époque où le pays avait désespérément besoin de ces compétences pour son industrialisation. Aujourd'hui, les jeunes étudient un large éventail de sujets dans des domaines aussi divers que les relations internationales, les affaires et les médias. 95% d'entre eux se financent tout seuls, contribuant ainsi à une part importante des revenus des grandes universités du monde. Les 660 000 ressortissants chinois qui partent étudier à l'étranger chaque année représentent environ 40% de la population étudiante internationale dans le monde. L'ouest de Londres est le siège britannique de nombreuses entreprises. C'est un endroit où les plus ambitieux vivent leur aventure. Et la chinoise Kiki Wang vient de rejoindre leur rang. Elle a récemment obtenu un diplôme en études des médias à l'université de Sheffield. Elle a décroché un emploi de productrice au sein de la société de production télévisuelle anglo-chinoise Propeller TV. J'adore regarder des documentaires de la BBC et d'autres chaînes de télévision britanniques. Et j'adore aussi apprendre l'anglais. Donc, étudier à l'étranger a toujours été mon rêve. Des jeunes Chinois talentueux comme Kiki Wang deviennent une part plus importante des employés internationaux de nombreuses entreprises. En tant que jeunes professionnels, ils apprennent les compétences nécessaires pour opérer à travers les cultures. Quand elle ne travaille pas, la jeune Chinoise se rend parfois de Londres à Sheffield, lieu où elle a planifié son avenir avec ses professeurs et camarades de classe, lieu où ses rêves ont commencé. Hi Jesse! It's been so long. Good. Yeah, good to see you. Good to see you again. So this is some of the new stuff they did. They call them features, but it's like 3 to 4 minutes. Yeah, okay. It's like this You huge know that prophecy. film? Yeah. Oh really? Did you watch it? I haven't watched it yet, but I'm reading his first book. Yeah. In the next few Dans years, les prochaines années, j'aimerais pouvoir voyager entre la Chine et le Royaume-Uni pour voir ce qui peut être fait en termes de production documentaire, ou même participer à certains événements culturels pour aider les gens des deux pays à mieux se comprendre et à en savoir plus sur la culture de l'autre.
Selon les experts, les jeunes Chinois talentueux ayant une expérience internationale sont inestimables à l'ère de la mondialisation. Patrick Liu peut être considéré comme l'une de ces personnes. Il est à la tête de la branche de Neuberger Bergman en Chine, une société américaine de gestion d'actifs. Né et grandi dans la ville cosmopolite de Shanghai, il a démontré très tôt un intérêt pour la culture occidentale. Dès mon enfance, j'étais très intéressé par l'Occident, mais je suis né dans les années 70. Ce n'est que plus tard que j'ai eu l'occasion de connaître ces choses qui m'intéressaient. La culture et la musique, par exemple. J'avais bien sûr envie de les découvrir à l'étranger. Il a transformé cet intérêt en action. Il a vécu, étudié et travaillé au Royaume-Uni avant de se lancer dans une carrière dans la finance. Dans la logique des choses, j'ai envisagé de faire mes études, d'en apprendre plus sur les cultures, de gagner un salaire 10 à 15 fois plus important. Quand on est jeune, on a envie de travailler dur pour avoir une meilleure vie. Exposé à Londres à des pratiques financières sophistiquées à une époque où le marché financier de la Chine était encore à ses balbutiements, lui a permis d'accumuler des connaissances indispensables, qui prouvera plus tard un attrait majeur pour les institutions financières multinationales à la recherche de professionnels d'origine chinoise pour mener leurs affaires dans l'expansion du marché chinois. C'est ce que Patrick Liu fait depuis 3 ans. En 2017, la Chine a ouvert son secteur de gestion d'actifs à des acteurs étrangers. Par la suite, de nombreuses entreprises mondiales dans ce domaine ont créé des filiales à capitaux uniques en Chine. Plus de 30 d'entre eux, y compris celui que Patrick Liu a contribué à lancer, sont basés à Shanghai dans le quartier emblématique de Lujiazui. Il doit entre autres assurer la liaison entre le régulateur boursier de la Chine et le siège américain de l'entreprise, ce qui signifie qu'il fait de nombreux déplacements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Chine. Patrick Liu n'est jamais seul, vivant en constant déplacement, alors que de plus en plus de sociétés et d'institutions multinationales opèrent en Chine. Parmi les 46 millions de personnes qui voyagent en Chine chaque année via Shanghai, un grand nombre le font pour les affaires. Aujourd'hui, les visiteurs étrangers trouvent qu'il est plus facile de se rendre à Shanghai. Les citoyens de 53 pays ont le droit de bénéficier d'un transit de 144 heures avec une exemption de visa. Les passagers en transit dont la destination finale est un pays ou une région tierce sont autorisés à se déplacer librement dans la ville de Shanghai et dans les provinces du Jiangsu et du Zhejiang pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 jours. Jusqu'au 20 août 2019, l'Office d'immigration de Shanghai a procédé à la délivrance de visas de transit pendant 144 heures pour Shanghai, le Jiangsu et le Zhejiang à 17 500 ressortissants étrangers. Pendant 3 ans, le nombre d'étrangers munis de ce visa a connu une hausse annuelle de 20% à 30%. Cette mesure est très appréciée par les visiteurs étrangers. La politique est conçue sur mesure pour la commodité des voyageurs d'affaires. Une première vague de visiteurs en a fait usage lors de l'exposition internationale d'importation de la Chine en 2018. Mais la politique s'est avérée particulièrement utile pour la Shanghai Zhongjiang Biobank. Créée en 2017, c'est l'une des plus grandes installations du genre en Chine, stockant des millions d'échantillons biologiques à des températures ultra basses. Un équipement peut stocker environ 100 000 échantillons biologiques à moins de 80 degrés Celsius. Il s'agit donc d'un équipement essentiel dans notre banque biologique. Sa sécurité et son fonctionnement auront un impact conséquent sur la sécurité des échantillons stockés. En 2018, cet équipement essentiel a subi une défaillance critique. Si l'environnement à basse température ne pouvait être maintenu, les échantillons biologiques seraient irrémédiablement endommagés, à une énorme perte financière. L'équipement avait été importé et seuls les techniciens habilités du fabricant pouvaient résoudre le problème. Le temps était critique. Ça ne peut pas dépasser les 24 heures. Si on avait fait la demande de visa suivant le processus ordinaire pour les techniciens français, y compris le temps qu'ils font les préparatifs, le temps n'aurait pas suffi. Nous avons profité de la politique de transit de 144 heures avec une exemption de visa. Le problème technique a été résolu le lendemain. La crise a été évitée.
À l'instar de Shanghai, plusieurs autres grandes villes comme Beijing, Tianjin, Wuhan ou Chengdu ont également adopté des politiques similaires avec une exemption de visa. Nous sommes une communauté mondiale. Nous avons une planète où nous sommes confrontés à des défis mondiaux et nous avons besoin de solutions mondiales. C'est vraiment important que les gens échangent entre eux et qu'ils comprennent la vie et les réalités des différentes personnes dans le monde. Je pense donc que l'échange entre les peuples est très important. Dans la ville de Daqing, dans le nord-est de la Chine, un tournoi international de snooker est organisé avec une récompense totale de 800 000 livres sterling. La plupart des 16 meilleurs joueurs du monde sont venus ici à cette occasion. Le prix de la récompense est énorme. Quiconque gagne le tournoi cette semaine sera très chanceux. 176 000 livres sterling, c'est beaucoup d'argent. Je suis très reconnaissant des opportunités des compétitions que la Chine nous offre. C'est bon pour le jeu car ces 4 ou 5 tournois sont organisés en Chine. C'est bien pour les sponsors aussi. C'est un sport international. Donc il y a beaucoup de Chinois et si vous êtes doué, vous pouvez participer aux principales compétitions. Yan Bingtao, 19 ans, 18e au classement mondial et l'une des étoiles montantes du snooker du monde. C'est l'un des prétendants les plus en vogue du championnat. Il a battu les joueurs étoilés Ronnie O'Sullivan et John Higgins à ce tournoi il y a 2 ans. La carrière de Yan Bingtao a commencé il y a 5 ans quand il s'est rendu seul à Londres dans le but de devenir joueur professionnel. Surtout le deuxième semestre de chaque année, je fais plus de déplacements entre la Chine et le Royaume-Uni, parfois jusqu'à 2 allers-retours pendant un seul mois. Mais aujourd'hui, alors que de plus en plus de jeunes joueurs chinois se joignent au jeu, les joueurs de snooker professionnels chinois représentent désormais 1/5 de tous les concurrents des tournois. Les jeunes générations, dont Yang Bingtao et Zhou Yaolong, remportent un titre mondial à l'âge de 15 ou 16 ans. Nous avons envoyé beaucoup de joueurs entre 15 et 18 ans. Ces joueurs constituent un deuxième contingent des joueurs chinois sur les tournois professionnels. Il y a de plus en plus de compétitions de snooker en Chine et les joueurs internationaux s'habituent à venir en Chine plusieurs fois par an pour des compétitions. C'est la 5e année que la ville pétrolière peu connue de Daqing accueille le tournoi international. Ce dernier aide la ville à se départir de son image d'ancienne base industrielle. Les fans de snooker du monde entier se sont rassemblés ici. De nos jours, 4 tournois de classe mondiale sont organisés chaque année en Chine, offrant des prix de récompense les plus élevés dans le monde du snooker. Le pays devient rapidement un centre majeur de ce sport traditionnellement anglais. En ce qui concerne l'exportation des équipements, de la technologie chinoise, des talents chinois, la Chine a beaucoup contribué au développement du snooker à l'international. Aujourd'hui, les Britanniques sont sans aucun doute les meilleurs joueurs. Les mieux classés viennent du Royaume-Uni. Mais je pense que ça ne va pas durer longtemps. Dans 5 ou 10 ans, il y aura plus de joueurs capables de disputer leur place. Le Britannique Judd Trump est le vainqueur et remporte 175 000 livres sterling. Le jeune Chinois Yan Bingtao a peu de temps pour surmonter sa déception. Il doit reprendre son emploi du temps chargé d'entraînement pour les compétitions. Avec plus de richesse et un nouvel amour du snooker, de nombreux parents chinois envoient leurs enfants à l'étranger pour s'entraîner. Cela a contribué à élever le niveau de ce sport en Chine. La situation est similaire pour de nombreuses autres disciplines dont le golf, le tennis et le hockey sur glace. De plus en plus de joueurs chinois entrent dans la liste des meilleurs joueurs et plus de tournois internationaux sont organisés en Chine chaque année. Yan Bingtao se prépare pour son prochain tournoi. Cela signifie un retour à une vie en constant déplacement.
46 km au sud de la place Tiananmen, au cœur de Beijing, le plus grand aéroport de Chine a fini sa construction, l'aéroport international de Daxing. Il a ouvert ses portes à la première vague de voyageurs fin septembre 2019. Cet énorme projet futuriste de 11 milliards de dollars a duré un peu plus de 3 ans. Il accueillera 72 millions de passagers par an d'ici 2025. Ainsi, la Chine ouvre plus grand ses portes et les Chinois jouissent d'une plus grande liberté de mouvement et de circulation. Le pays s'engage dans un avenir d'intégration sans précédent avec le reste du monde.